Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce premier rendez-vous tendance des C-Prime Days, dédié aujourd'hui au packaging durable. 30 minutes consacrées à l'analyse d'un marché en plein développement, en compagnie d'un expert en la matière, Christophe Delrive, responsable des solutions packaging du groupe suédois Birut Korsnäs, un des plus grands fournisseurs mondiaux du secteur, spécialisé dans les emballages papier et carton. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour Cécile, bonjour à tous. Bienvenue. Donc Merci. demain, nos packagings devront être sains, durables et écologiquement performants. La plupart des entreprises aujourd'hui sont conscientes de cette nécessité. Elles ont même compris qu'elles pouvaient en faire un avantage concurrentiel. Mais au-delà des discours d'intention, comment les marques s'emparent-elles de cette problématique? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec Christophe. Mais avant de vous donner la parole, Christophe, on va faire un bref aperçu de ce qui s'est passé dans nos rayons et dans l'actualité du packaging, donc ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est une petite compilation qui n'est pas exhaustive et qui a été réalisée en partenariat avec Tissé le Mag, qui est le partenaire donc de ces journées C-Prime Days. Donc premier constat, on commence par un chiffre. Les qualités écologiques des packaging sont devenus des facteurs donc clés dans l'acte d'achat. Ce chiffre que je vous présente, 45%, est issu d'une enquête récente réalisée pour le compte de l'organisme TwoSide. Cet organisme, en fait, est une initiative mondiale qui informe sur la performance environnementale du papier et de l'imprimé. Et donc, il nous explique que 44% des consommateurs interrogés se disent prêts à dépenser plus pour des produits emballés dans des matériaux durables. 48% envisageraient même d'éviter une enseigne s'ils estiment que celle-ci n'en fait pas assez pour réduire son utilisation d'emballages non recyclables. Face à ces chiffres, les marques ne peuvent plus faire l'économie de la réflexion au moins, et certaines évidemment ont déjà pris les devants en activant 3 leviers principaux: la réduction des emballages, du poids par exemple, le nombre d'emballages autour du produit, leur recyclabilité et le troisième levier est la réutilisation. Alors, la recyclabilité, elle peut s'entendre de deux façons: un emballage recyclable ou fabriqué à partir de matériaux recyclés. Et ce critère-là est le critère numéro 1 pour les consommateurs, toujours selon la même étude, avec un fort plébiscite pour le papier carton, qui est devant le verre et ensuite le métal. Beaucoup de marques, McDonald's, Nike, Coca-Cola, Nestlé, L'Oréal, tous les grands groupes se sont engagés à privilégier des matériaux recyclés ou recyclables pour leurs emballages. On va voir quelques exemples. Donc là, vous avez sous les yeux trois exemples qui ont fait l'actualité. La brique de lait, je vais commencer par la brique de lait Candia, qui est sans aluminium. Cette innovation a été mise au point par le fabricant Combi-Bloc et elle a été testée par la marque Candia et est toujours testée depuis juillet 2019. Donc c'est une réalité, elle est en rayon. Techniquement, c'est une reformulation de la couche plastique à l'intérieur de la brique qui a permis la suppression du métal. La nouvelle brique n'utilise que des matériaux biosourcés, du plastique d'origine végétale ou recyclé. Il n'y a plus non plus le film qui entoure les packs et les briques sont présentées dans un suremballage en carton recyclé et recyclable. L'autre packaging qui a fait l'actualité est évidemment le tube de L'Oréal, dont on a beaucoup parlé. Donc, il ne se contente pas, lui, de miser sur le plastique recyclé, mais il fait aussi une petite révolution en carton. Cette petite révolution a été mise en place par le groupe Albéa. Ils ont mis au point donc un tube cosmétique composé de carton pour la marque La Roche-Posay et pour son lait solaire Antelios. Ce packaging utilise 45% de plastique en moins par rapport à des solutions équivalentes. Et évidemment, il est une avancée technologique de rupture pour ce marché de la cosmétique. Troisième exemple au centre, celui de la marque Les Fabuleuses qui commercialise des encas véganes. Début 2020, cette marque a décidé de remplacer tous ses sachets en plastique par un emballage plus responsable, un emballage alimentaire entièrement recyclable. C'est le cycle pack du fabricant français MG Packaging. Ce produit a été lauréat du Circular Challenge organisé par Citeo. Il est composé à 97% de fibres de cellulose et de 3% de film barrière. Et il est pour les aliments alimentaires secs. Donc, voici 3 exemples très concrets qui montrent que quand même les marques ont concrétisé une idée qui existe depuis déjà plusieurs années avec des projets actuellement commercialisés.
Après, dans leur volonté de réduire leur dépendance aux ressources non renouvelables, plusieurs autres marques s'intéressent à l'innovation du côté des matériaux. Donc, Néo, bioplastique à base d'amidon de maïs, de canne à sucre. On les retrouve dans les projets de développement, à côté d'autres matières plus inédites, complètement dépourvues de plastique. Sous les yeux, vous avez une image qui vient de l'entreprise Chanel, avec son projet Sulapak. Donc, Chanel est entré au capital de cette start-up finlandaise en 2018, dans le but justement de proposer et de développer des matériaux innovants et biodégradables. Ce nouveau matériau est composé de copeaux de bois et de liant naturel, avec d'importantes propriétés barrières. Et il a l'avantage aussi d'être utilisable dans des machines utilisées en plasturgie traditionnelle. Donc, il n'est pas encore commercialisé, lui. On est encore en phase de recherche et développement, mais la recherche est déjà bien avancée. Autre projet qui a fait l'actualité, celui de la maison Ruinart, qui a annoncé la mise au point d'un nouveau packaging disruptif. 2 ans de recherche R&D ont été nécessaires pour réaliser cet étui seconde peau qui a remplacé donc les coffrets existants de la marque de champagne. C'est un étui entièrement réalisé en pulpe de papier, issu de forêts européennes éco-gérées, recyclable et sans aucun plastique. Il est 9 fois plus léger que les coffrets précédents de la marque. Et selon la marque toujours, il permet d'économiser 60% des émissions de CO2 générées pendant le transport. Le fait qu'il soit monomatériau est aussi un élément clé puisque le système de fermeture, c'est un bouton pression, est également en papier. Il n'y a pas de film barrière également dans ce packaging-là et protège néanmoins les bouteilles de la lumière grâce à un composant minéral, celui qui est utilisé dans les crèmes solaires. Et puis, nous arrivons enfin, je vais vous donner la parole, Christophe. Nous arrivons à un autre projet dont on a beaucoup parlé et qui a eu déjà ses réalisations, on a vu ses réalisations dans les commerces, c'est celui de la Paper Bottle. Et là, je vais vous céder la parole, Christophe, puisque Billerud-Korsnäs est partie prenante dans ce développement. Je vous laisse nous présenter le projet. Tout à fait, tout à fait. Nous avons été en développement en fait il y a maintenant à peu près 4 ans, 4-5 ans, sur lequel si je reviens un petit peu sur l'historique, Billerud-Korsnäs fournissait la matière première à une société basée au Danemark qui s'appelait EcoXpac. EcoXpac avait besoin d'une régularité dans l'approvisionnement et c'est ce qui a amené Billerud-Korsnäs et EcoXpac à devenir un petit peu partenaires. Ce qui s'est passé, c'est que EcoXpac travaillait déjà pour la société Carlsberg, puisque Carlsberg avait l'ambition de fournir une bouteille green bottle, donc une bouteille recyclable, renouvelable, qui était, comme vous l'avez dit, disruptive par rapport aux bouteilles en verre que l'on peut voir sur le marché. Malheureusement, le PDG d'EcoXpac est décédé, donc il a fallu prendre les devants parce que il y avait quand même une possibilité de modifier l'emballage traditionnel, de le challenger. Et Billerud-Korsnäs s'est donc proposé auprès des repreneurs, mais en se disant, très bien, mais Billerud-Korsnäs, nous on connaît bien la matière, mais qu'en est-il de la transformation? Et par rapport à nos partenaires industriels, nous sommes rapprochés de la société Alpla, très connue dans le secteur des bouteilles PET, qui a tout de suite pris le projet à bras-le-corps, qui a dit très bien, nous on y va parce qu'on estime que ça peut être une avancée pour les années à venir. Et de cela, de Billerud-Korsnäs et Alpla, on a voulu donner un peu de liberté quand même, et c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette société Paper Bottle Company, donc acronyme PABOCO, pour pouvoir continuer à promouvoir la Paper Bottle. On est sur un long développement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la plupart des projets que vous avez présentés ou des produits que vous avez présentés, c'est des développements de 2 ans, voire plus. Donc, il était important pour nous d'avoir des partenaires et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi 4 marques pionnières pour nous aider à se développer, qui ne sont pas concurrentes, mais qui permettent simplement de partager de leurs expériences, de leurs connaissances et ensuite de proposer des produits sur le marché. Donc voilà un petit peu l'historique,
le fait que Billerud-Korsnäs soit présent dans la paper bottle de par son expérience des fibres. Et puis ensuite, on a encore d'autres évolutions dont je vous parlerai un peu plus tard. Très bien. Alors, première question sur notre sujet. Pour ceux qui nous écoutent, je voudrais leur expliquer comment se construit, on voit que c'est long, un projet de packaging durable. Je sais que Billerud-Korsnäs, vous vous adressiez traditionnellement, on va dire, aux transformateurs. Mais dans le cadre d'une démarche de packaging durable, vous avez de nouveaux interlocuteurs, dont les marques, puisque c'est un projet global et de longue haleine. Tout à fait. Les décideurs restent quand même les marques, parce que les marques sont en lien avec le consommateur. Nous avons une industrie qui reste malgré tout quand même assez lourde. Billerud-Korsnäs produit un peu plus de 3 millions de tonnes de matières premières. Donc, il est aussi important de savoir dans nos process, dans nos produits, quels sont ceux qui seront le plus adaptés aux consommateurs. Cette conséquence, simplement, est de créer une division au sein de Billerud-Korsnäs qui va parler aux marques et qui va essayer d'apporter des solutions. Donc les marques arrivent avec des questionnements et on essaie de répondre à ces questionnements. Et de la même façon, Billerud-Korsnäs arrive avec des nouveautés, des solutions et les propose aux marques. Voilà un petit peu le fonctionnement. Ce que nous demandons, par contre, c'est d'être très très précis au niveau par exemple au niveau d'un brief, et aussi d'essayer de comprendre quel est ce qu'on appelle le pourquoi. Pourquoi une marque décide de se lancer dans un remplacement de produits existants. Une analyse est à faire. Est-ce que on s'accorde à l'analyse RSE? Est-ce que l'entreprise a réellement la volonté de changer quelque chose? Est-ce que c'est simplement financier? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que l'ensemble de l'entreprise va prendre à bras le corps? Eh bien, toutes ces questions, tous ces raisonnements, Billerud-Korsnäs les écoute et ensuite nous mettons des choses en place, des produits, des solutions pour les marques. Et comment ça se passe avec les transformateurs ou quand il s'agit pour une marque de basculer, alors je vais prendre un exemple caricatural évidemment, mais d'un emballage en plastique à un emballage en carton peut-être avec des films barrières. Je pense que ça arrive de plus en plus souvent. Comment ça se passe avec les transformateurs? Est-ce qu'il y a des phases de test? Est-ce que vous avez vos propres réseaux, vos propres usines pour faire des tests, pour les convaincre ou pas? Comment est-ce que vous amenez avec votre bâton de pèlerin les marques à aller vers un packaging plus durable? J'allais dire, tout dépend un petit peu de l'innovation, tout dépend du produit. Nous fabriquons donc du papier, des cartons, et nous avons différents types de papier et de structures de papier. Si je prends l'exemple d'un de nos papiers qui s'appelle le Fiberform, c'est un papier qu'on appelle 3D, qui est capable de se déformer, qui a des caractéristiques d'élasticité très importantes, puisqu'on parle d'à peu près 15% en sens marche et 10% en sens travers, dont l'objectif principal était le remplacement des barquettes en plastique. Les machines qui sont utilisées sont des machines de thermoformage. Donc la première utilité était d'utiliser nos bobines papier et de les faire passer sur les machines de thermoformage pour voir un petit peu comment se comportait le papier par rapport au plastique. Ces éléments-là ont été positifs, donc nous avons continué. Et à travers cette première utilisation de déformation, eh ben on est arrivé à dire, très bien, alors le Fiberform, il peut faire du remplacement de plastique. Simplement, effectivement, il ne pourra pas être en contact direct avec le produit. Nous nous sommes rapprochés de partenaires, des transformateurs qui vont nous apporter de leur technicité pour avoir une barrière, des barrières qui vont être soit des barrières à l'oxygène, à la graisse, barrières liquides, etc. Et aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui existent sur le marché, sur des barrières très classiques, PE, VOHPE, mais après, on peut dérouler, on va très très loin dans le type de barrière possible. Une fois qu'on a déterminé le type de matière, son épaisseur, le type de barrière, alors à ce moment-là, Billerud-Korsnäs s'est rapproché de fabricants de machines. Nous connaissons la matière première, nous savons comment elle va réagir. On se rapproche de transformateurs qui, eux, savent
quels vont être les types de barrières à utiliser. De la même façon, on se rapproche de fabricants de machines en disant, il y a une demande de la part des marques, on va quand même faciliter les choses, parce que c'est très bien hein, d'aller voir une marque et puis lui proposer des produits, des papiers, des cartons. Mais simplement, si c'est juste pour montrer des formats A4, ça ne va pas avoir beaucoup d'intérêt. Par contre, si vous arrivez avec une solution, entre guillemets, clé en main, ou en tout cas qui peut être adaptée au fur et à mesure, là, il y a un réel intérêt. Et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de partenariats avec Bosch Packaging Technology, qui est maintenant appelé Syntegon en Allemagne, parce qu'ils ont cette facilité et cette adaptation à, à faire passer d'autres matières sur leur machine. Et ils vont même un petit peu plus loin. Parfois, ils créent des machines adaptées au papier. Donc aujourd'hui, on est capable d'arriver non pas simplement avec juste une matière, mais une solution clé en main en fonction du type d'utilisation. Et je vous parlais tout à l'heure du lien qui était important entre notre industrie et les marques. Eh bien, tout simplement, on est informé de ce qui est nécessaire, du remplacement qui est recherché par les marques, et on demande aux fabricants de machines d'adapter le produit. Et ensuite, on fonctionne avec marque, produit papier, transformation avec la barrière, le fabricant de machines, et on monte un projet ensemble. Et ensuite, ce projet amène à des prototypes, etc., etc. Voilà un petit peu le process, notre façon de fonctionner au niveau de Billerud-Korsnäs et de la division entre guillemets solutions que nous avons créée il y a maintenant 2 ans. Vous entraînez oui, toute l'industrie avec vous, en fait. C'est pas une solution tout seul. Vous entraînez Tout à fait. tous les transformateurs jusqu'aux marques pour montrer que, enfin, livrer un projet presque clé en main pour mettre le Exactement. pied à l'étrier. Exactement. Mais ça reste assez complexe parce que bien entendu, toutes les marques sont différentes, les segments vont être différents. Hein, si on est sur de l'agroalimentaire, si on est sur de la cosmétique, des vins et spiritueux, tous ces éléments vont être pris en compte. Et ce qui est important, c'est vraiment le professionnalisme de chacun. Notre matière est une matière vivante, hein, parce qu'on est sur de la fibre vierge, on est sur de la matière vivante. Comment va-t-elle se comporter avec une barrière X ou Y, et comment l'ensemble de ce produit va se comporter en découpe, en remplissage, en collage, en logistique. Et tous ces éléments sont pour nous très importants parce que, bien entendu, vous avez un produit. Alors, si on est sur un changement, vous avez un produit qui existe aujourd'hui et qui fonctionne sur des machines. Et cela demande aussi quelques compromis à avoir de la part des marques. Ces compromis-là vont nous permettre peut-être d'avancer parce que on sait bien que passer du plastique au papier, si cela fonctionne sans ajustement, à ce moment-là, on aurait dû le faire bien avant. Donc, on est obligé quand même d'avoir quelques ajustements. Et donc, on va aider un peu les marques à se rassurer aussi. Je pense que c'est très important. Par contre, il y a forcément des étapes. Alors, parfois, elles sont réussies. Parfois, elles nous demandent de nous arrêter, de se poser, de revenir un petit peu en arrière, de refaire des modifications et d'aller jusqu'au produit fini et ensuite d'arriver à une industrialisation. Et là, on passe encore à une autre étape. Aujourd'hui, donc la crise est avec nous, la pandémie. Quand on voit le côté positif de cette crise, on voit qu'elle a accéléré certaines tendances dans différents secteurs. Est-ce que dans le vôtre, il y a eu une prise de conscience plus rapide et on a profité du temps donné pour accélérer sur certains projets? Ou ce sont quand même encore des projets qui demandent du temps, mais vous avez vu, je ne sais pas, arriver des clients que vous prospectiez depuis longtemps, mais qui ont décidé de passer ce cap du packaging Alors, durable? oui, je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Si on prend juste la partie production, matière première. La particularité de Billerud-Korsnäs est que nous avons plusieurs segments d'activité. On va passer du carton compact en emballage secondaire à la matière première pour les liquid packaging, les briques, au papier pour sac shopping, sac
de boulangerie et autres, sacs industriels pour le ciment. Donc c'est vraiment très très large. Bien entendu, on a vu une baisse d'activité sur certains segments. Le bâtiment et donc les sacs pour ciment se sont un petit peu freinés au niveau de leurs activités. Les sacs pour tout ce qui est vente à emporter, c'est également freiné. Mais par contre, d'autres activités sont venues, notamment l'ondulé, l'emballage ondulé est parti en hausse. Et là, je vous parle simplement du premier confinement. Deuxième confinement, en fait, on n'a plus rien senti. On a juste eu une demande qui est encore aujourd'hui très très importante sur nos matières premières. Donc là, on parle de la matière. Concernant les projets, la plupart des budgets avaient déjà été, entre guillemets, signés bien avant mars 2020. Donc, il était pour nous important de continuer à suivre les projets qui nous ont été demandés. Sont arrivés effectivement de nouveaux projets je dirais après l'été, juillet-août. Après juillet-août, on est arrivé avec de nouveaux projets. Et je m'occupe également de l'Europe, mais également de l'Amérique du Nord. Et j'ai reçu une masse de projets pour trouver des alternatives qui aujourd'hui nous prennent énormément de temps. Donc on parle de l'Europe, mais aussi en dehors de nos frontières, les États-Unis, les choses bougent très très vite. Et donc on a eu effectivement beaucoup plus de projets. On n'a pas du tout été freiné par cette période compliquée. On a eu plus de projets. Par contre, on a eu plus de temps entre guillemets pour les gérer parce que comme on est tous plus ou moins à domicile, ce qui est aussi mon cas, ça me permet d'être être focalisé et être en réunion plus souvent avec les équipes techniques, les équipes projets, de façon régulière. Donc on a eu une activité, je dirais, encore plus importante. Donc géographiquement, l'Amérique du Nord, vous m'avez dit, est très dynamique, l'Europe aussi. Et au niveau des secteurs, quels sont les secteurs? Donc on a vu la cosmétique, on a vu l'alimentaire. Ce sont eux qui tirent le marché ou tout le luxe également? Oui. Est-ce que tous ces secteurs, tous les secteurs s'engagent ou il y a encore un petit peu de certains qui sont endormis? Non, nous avons des demandes sur tous les secteurs, qu'ils soient pharma, agroalimentaire, premium, cosmétique, vin et spiritueux. Les choses évoluent. Je pense qu'il est important, de par les objectifs, en tout cas, qui ont été signés, on va dire, par une majorité de marques sur les objectifs en développement durable proposés par les Nations Unies, avec 17 points importants que les marques s'engagent à tenir pour 2025. En fait, que ce soit sur tous les segments ou que ce soit géographique, les choses se tiennent. Donc, je pense que qu'importe le secteur, les choses vont dans le bon sens pour essayer de trouver des alternatives ou pour essayer de trouver des innovations pour se démarquer, pour relancer peut-être aussi un petit peu les ventes. Peut-être que certains secteurs ont quand même, même pas peut-être, certains secteurs ont quand même subi des baisses importantes. Donc, je pense que et de l'innovation, des nouveaux graphiques, des nouvelles gammes sont mises sur le marché, des nouveaux produits. Vous parlez de Ruinart, je trouve que le produit est magnifique. Tout à chacun apporte sa pierre à l'édifice ou en tout cas fait sa part. Et c'est ce que nous faisons. J'ai une question qui vient d'arriver sur le chat et que je vais vous proposer pour compléter. Donc, on a vu que vous testiez ces matériaux pour la transformation, pour la rigidité, pour la livraison. Et la question qui m'est posée, on travaille pour les industries graphiques, évidemment, le packaging est un outil communicant, ça on est bien d'accord. Ces nouveaux matériaux éco-conçus, comme par exemple la paper bottle, prennent-ils en compte l'imprimabilité? Est-ce que vous allez jusque-là dans vos tests? Oui. Alors oui, tout à fait. J'aurais très certainement dû, en amont en tout cas, vous envoyer des photos.
de ce qui est réalisé en termes d'impression. On est sur de l'impression numérique, principalement, Oui. sur ce qui est fait. Donc, on peut imprimer à la fois le matériau, Oui, voilà, ou mettre une étiquette dessus, en fait. Il y a plusieurs options possibles, j'imagine. tout à fait, tout à fait. Mais donc, en impression numérique, si on veut faire de la sérialité, tout est possible, puisque c'est Tout un est autre grand possible. sujet du packaging. Exactement, on pourrait numéroter chaque bouteille si nécessaire. Et ça, c'est on va dire, une compétence, l'imprimabilité sur laquelle vous avez toujours veillé, l'imprimabilité de vos matériaux, ou c'est venu justement avec le fait, avec Pour la, cette unité solution, en fait, c'est venu avec ça, oui. ou vous veilliez avant à l'imprimabilité? Alors toujours, parce que ça reste quand même notre cœur de métier, reste Mmh. quand même des produits qui sont destinés aux emballages, au packaging, et donc finalement aussi à être imprimés. Mmh. Donc on a toujours fait attention à cela. Et ensuite, lorsque l'on est vraiment sur ce que j'appelle de l'innovation, quand même sur la paper bottle, il était important pour nous de garantir une imprimabilité. Ce que vous garantissiez avant pour les autres matériaux, en fait. Exactement. D'accord. Justement, revenons sur la paper bottle. Donc, vous nous avez présenté le projet tout à l'heure, qui a connu déjà plusieurs évolutions, mais ce n'est pas terminé. C'est ce que vous me disiez en préparant cette conférence. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour encore améliorer le produit, qui soit un tout petit peu plus vertueux encore, ou 100% Oui, vertueux? encore plus, oui, encore plus vertueux. Le travail qui est important pour nous, c'est de travailler sur la barrière. En ce qui concerne la pulpe, la pâte, on reste sur ce que l'on sait faire, du pain, de l'épicéa, qui sont ensuite mélangés. On est sur un process de pâte humide, donc on a quand même dans notre process de paper bottle environ 10% de fibres et 90% d'eau que l'on vient ensuite sécher par différents process. Mais bien entendu, on reste quand même sur de la fibre puisque c'est l'objectif. Aujourd'hui, sur les générations de bouteilles, et ça a été communiqué, et ça n'est absolument pas caché par les marques pionnières, nous sommes sur un PET recyclé parce que on est obligé d'avoir cette barrière et ce système de fermeture. Je prends l'exemple de la pompe pour la bouteille L'Oréal, on a un système de fermeture, que ce soit la bouteille que l'on voit en dessous de Coca-Cola Company, de la même façon. On est donc cette préforme doit aujourd'hui être présente. Et c'est ce qu'on appelle génération 1. Maintenant, dans la plupart des projets, vous pouvez avoir horizon 1, 2, 3 ou génération 1, 2, 3. Notre objectif, et nous avons déjà commencé à travailler dessus, est de travailler sur la barrière intérieure. C'est-à-dire comment, et on le voit, on n'est pas les seuls à travailler dessus, bien entendu, la plupart des pays nordiques le font, comment de façon en nanotechnologie, on va pouvoir travailler directement sur la fibre. Et il y a des choses en cours qui se passent. Il faudrait quasiment refaire un webinaire spécialement dédié. Alors c'est peut-être un petit peu trop tôt. Il y a des alternatives qui existent aujourd'hui qui seront proposées, je dirais, dans les 1 ou 2 ans. Mais la volonté quand même de Paper Bottle Company, de Paboco, est de proposer dans les 5 ans à venir une bouteille totalement recyclable, dans laquelle on ne sera pas obligé de séparer et la partie PET recyclée et la partie coque. En fait. Il est important de noter que nous n'avons pas de collage à l'intérieur. On n'est pas comme un polyéthylène qui va être mis à l'intérieur de la bouteille. On est vraiment sur quelque chose qui est soufflé et donc dans lequel on a un léger vide entre la coque et la barrière. Alors, justement, quand cette bouteille sera 100% recyclable et on pourra la mettre directement dans le bac pour devenir une nouvelle matière première, elle sera sûrement imprimée. Et est-ce que, du coup, le côté désancrage, parce que les encres peuvent être, on l'a vu, d'autres exemples, des perturbateurs de tri. Donc, pour aller jusqu'au bout, est-ce que ce côté
désancrage. On l'a vu dans l'impression numérique, il y a eu différents débats, je citerai pas de marque ou tout ça, mais il y a eu certaines encres qui étaient difficilement désancrables et il y a eu des modifications faites en collaboration avec les industriels. Est-ce que vous Oui. aussi, c'est quelque chose que vous avez déjà anticipé, justement, puisque pour être parfaitement recyclé, il faut qu'on puisse le désancrer et le réutiliser, notamment? Oui, je pense qu'on y travaillera, mais ensemble avec les recycleurs et les marques. Et les Et le travail auprès, ouais. et oui, mais le travail a déjà commencé avec les recycleurs. D'accord. C'est aussi une problématique qui s'ajoute à toute la chaîne de Ah ben, production. on veut juste garantir que le travail que l'on fait, l'investissement que l'on fait et la demande des marques puissent correspondre. Si on fait un travail juste de notre côté sans forcément connaître les conséquences, ça sert à rien. Donc on est obligé en amont d'aller vérifier tout le circuit et tout le process. Alors ça va prendre certainement un peu de temps, mais comme je vous disais, dans les 3 à 5 ans, on sera capable de recycler la totalité. Et je sais que le travail qui est fait par les équipes de Paper Bottle Company est un travail remarquable. Alors, est-ce que le fait d'être basé au Danemark, dans un pays nordique, et déjà avec cette idée quand même de faire attention à la nature, d'avoir un côté recyclage toujours en avance, je pense peut faire avancer les choses. Et de par ces éléments-là, faire avancer, non pas simplement pour la paper bottle, mais faire avancer tout le process, pas simplement pour nous, mais pour d'autres. C'est une des particularités des Scandinaves, hein. C'est-à-dire que c'est rare qu'ils mettent en place des choses juste pour eux. Généralement, ça va être proposé pour faire avancer les choses. Toute l'industrie, Oui. ensemble. Oui. Oui, oui, oui. Et puis là, on prend l'exemple de la paper bottle, mais euh, tout le travail qui est fait, même au niveau des barrières, très souvent, euh, les spécialistes des barrières viennent des mêmes universités, euh, se connaissent, et je pense que l'objectif est de faire avancer les choses, pas de travailler dans son coin. Je comprends bien. Donc aujourd'hui, ça sera ma dernière question. Donc l'Amérique du Nord est très demandeuse. L'Europe fait de plus en plus de développement. Beaucoup de marques ont déjà concrétisé, c'était le sujet, donc leurs projets et continuent à les développer. La Paper Bottle, donc vous serez avec 4 marques, c'est ça, vous m'avez dit. Oui, J'imagine que d'autres marques vous ont déjà sollicité aussi sur le sujet. oui. Donc ma dernière question, elle est simple. C'est dans combien de temps, selon vous, avoir un packaging durable ne sera plus un sujet? On ne fera plus cette conférence. Euh, Très difficile. Enfin, cette question reste quand même assez difficile, hein. C'est-à-dire que si j'avais une boule de cristal, je regarderais, je pourrais peut-être Non, donner mais quelques éléments, mais sans jouer Madame Irma, c'est vraiment, vous voyez les évolutions, là, vous m'avez dit, il y a encore 4-5 ans de développement, donc on est en 2021, donc 2020. Est-ce qu'à horizon 2025, alors, 2030, effectivement, vous parlez de 2025. Il y a beaucoup d'objectifs qui sont donnés pour 2025. Donc les grandes actions vont être menées elles ont déjà commencé, mais elles vont continuer jusqu'en 2025. Je reste par contre intimement persuadé qu'on aura apporté une partie de la solution, mais pas la totalité, et que les choses vont continuer encore, selon moi, nous sommes en 2021, au moins jusqu'en 2030, où on essaiera encore de trouver des alternatives. Et tout le travail qui est fait aujourd'hui, tout le travail qui est fait sur la fibre, tout le travail qui est fait sur les barrières, va forcément, à un moment, apporter quelque chose de nouveau. Parce que on le voit bien, dès qu'on commence à travailler sur un secteur, regardez juste la cellulose. On s'aperçoit que la cellulose, par exemple, permet de garder l'énergie. On envoie de l'énergie dans de la cellulose, elle la maintient. Donc on est en train de parler maintenant de paper battery. On va être capable de transférer de l'énergie dans de la cellulose. Au niveau des barrières, vous avez des barrières qui sont totalement biodégradables. Vous avez de la pulpe qui est capable de se déformer, et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, tout ce qui est fait, tout le travail qui est entamé par les ingénieurs, forcément ouvre d'autres portes.
Et c'est des portes qu'on n'ouvrait pas avant. Parce que, sans trop rentrer dans les détails, mais je pense qu'on a bien vécu pendant des années et que maintenant il y a une certaine transition qui se met en place. Il y a un retour. C'est très difficile, ce changement est très difficile parce qu'on vit bien industriellement sur nos acquis depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc ce changement nécessite des investissements. C'est toujours un petit peu compliqué. On s'engage quand même sur l'avenir, des moyens humains, et puis le marché. Le consommateur est capable maintenant de choisir un produit ou un autre. Il est plus difficilement on a plus de difficultés à le garder pour soi. C'est-à-dire que le consommateur peut changer d'avis ou changer de produit trop vite, on va dire. Donc, toutes ces modifications, tous ces changements vont s'opérer. Et je pense que au moins jusqu'en 2030, déjà, on se posera toujours les questions, mais ça va devenir une habitude que l'on va prendre, que les industriels vont prendre. Et donc, sur les 10 prochaines années, je pense qu'on va encore continuer à avoir de très, très beaux développements sur le marché. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir partagé tous ces développements avec nous. Alors, je crois qu'il me reste, je vous ai posé quelques questions en cours de conférence qui étaient posées par nos auditeurs. J'en ai une dernière concernant les... Alors, attendez, je regarde. Concernant les barrières intérieures, notamment, alors, on précise pour l'alimentaire, ça concerne essentiellement l'alimentaire. Ces nouvelles barrières permettront-elles d'imprimer l'extérieur avec n'importe quelle technologie? Alors, en comptant la barrière, ça vous parlait de la barrière intérieure? Oui, oui, c'est ce qu'ils me disent. Oui, oui. Alors, vous avez, imaginons un produit avec une barrière intérieure, et est-ce que l'on pourra imprimer avec n'importe quel type de technique? C'est ça, pour l'alimentaire. Alors, On a eu les cas des transmissions huile minérale et c'est autres. ça. Au niveau des encres, je ne suis pas forcément le mieux placé. En tout cas, un spécialiste au niveau des encres pourrait peut-être répondre de façon plus précise sur le sujet. Les barrières qui existent aujourd'hui sont censées protéger le produit, le contenant. Donc, je pense que la barrière doit faire son travail. Je pense qu'il parlait justement des nouvelles barrières en cours de développement par Pacobo et savoir si justement ce problème de migration des huiles minérales qui est un serpent de mer pour la profession, est-ce qu'il se poserait à nouveau? Parce que vous êtes dans la fibre vierge, donc ça ne se pose pas, mais... Les tests sont forcément réalisés. Si on prend l'exemple de la Paper Bottle, on est aussi bien sur des produits cosmétiques que des produits liquides, gazeux. On a déjà un panel assez large. Donc effectivement, le PET recyclé qui est utilisé protège de tout. Et les barrières qui sont utilisées, je ne peux pas trop rentrer dans le détail, mais ce sont les barrières que l'on retrouvera sur d'autres types de contenants alimentaires. Donc forcément, il y aura un lien qui sera fait et à partir du moment où on a des produits qui touchent le consommateur, je pense que tout le monde se protège. Et les études en cours, en tout cas sur les barrières, une barrière ne sera pas lancée comme ça au hasard, définitivement. Elle veillera à ce que des solvants ne passent pas. Oui. Voilà. Merci beaucoup, donc Christophe, pour cet échange. Merci Avec aussi plaisir, à vous qui nous avez suivis. Si vous souhaitez réécouter évidemment cette conférence, elle sera disponible prochainement en replay sur le site du salon, salon-cprint.com. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, vous la trouverez également. Sinon, les Cprint Days, c'est terminé pour aujourd'hui. On reprend demain à 9 h. On participait à l'élaboration de cette journée, toutes les équipes de 656 éditions, à l'organisation et au marketing, Pauline Ducas, Bertrand Genevy et Monica Calvo, à la communication, Cécile Clausel, Marie-Caroline Rogister, Marie Guittard et Arnaud Brassac, et au contenu, Florence Ducas, rédacteur en chef du magazine Ici le Mag, qui est partenaire de cet événement. Donc, quant à moi, vous voyez, ça s'est affiché à l'écran. Je vous retrouve demain à 9 h pour une nouvelle journée de rencontre. Nous parlerons stratégie de transformation, toujours.
nouveaux canaux de vente, nouveaux canaux de communication. Nous découvrirons un nouveau métier qui a enfin une formation, celui de média-applicateur. Enfin, le métier n'est pas nouveau, mais il a enfin un nom. Et nous explorerons les tendances d'un autre secteur. Donc, nous quitterons le packaging pour aller dans le secteur de la décoration personnalisée, qui est aussi en plein développement et qui a aussi des préoccupations environnementales. Merci à tous et à demain. Très bonne soirée. Au revoir, Christophe.